pour ton invitation, Johan. Même s'il a fallu que je change un tout petit peu une dernière diapositive hier, parce qu'il n'était pas censé qu'une proposition de projet de loi sorte dans les médias. Et on en y a accès avant-hier, donc je vous en parlerai un tout petit peu après. Alors, mon idée, ce n'est pas d'être sur un débat en disant est-ce qu'il faut être pour, est-ce qu'il faut être contre. Hein, c'est-à-dire que, voilà, quand on commence à regarder aujourd'hui, la question qu'on pose, est vous êtes pour, vous êtes contre, oui, non. Ça serait plutôt d'éclairer le débat autour de la question de la fin de vie, de la question de la modification législative à venir. Et en ce sens, je n'ai aucun lien d'intérêt et conflit d'intérêt, j'ai écrit aucun bouquin. La seule chose que je pourrais peut-être avoir comme lien d'intérêt ou comme réflexion, c'est que j'ai participé très activement à l'écriture de la loi Claes-Leonetti. Et donc j'ai près de 10 ou 15 ans de réflexion sur l'évolution de la réflexion autour de ces questions sur la fin de vie. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir pourquoi on réfléchit d'une certaine façon. C'est-à-dire pourquoi à un moment donné, on a tendance à répondre oui ou non à une telle ou telle question. Et il me semble qu'on peut commencer en essayant d'observer les points sur lesquels on est d'accord et les points sur lesquels on est en désaccord. Puis après, on pourra peut-être réfléchir sur ces points-là, qui est à mon avis plus constructif que de répondre à une question complexe par un choix binaire, 0 ou 1. Alors, les points de convergence, je pense que dans la salle, on est tous pour refuser l'acharnement thérapeutique, on vient en désaccord. Si quelqu'un veut souffrir, qu'il lève la main, c'est probablement rare. La nécessité de développer les soins palliatifs, au moins pour me faire plaisir ce matin, vous allez être d'accord avec moi. Et le souhait de dire que le patient doit être au cœur des décisions qui le concernent, il n'y a aucun doute. Après, il y a un autre élément que nous partageons tous, c'est notre subjectivité. C'est-à-dire que je ne suis pas devant vous par hasard. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les votes qui traversent les députés, ce n'est pas en fonction de est-ce qu'ils sont à droite, est-ce qu'ils sont à gauche. Jean Leonetti l'a très bien démontré. C'est en fonction donc, de comment on a pu vivre une situation de fin de vie. Et je pense à ce sénateur d'Ille-et-Vilaine qui un jour m'avait dit « Mais monsieur Morel, comment est-ce que je pourrais être contre l'euthanasie quand je pense à tous mes frères d'armes qui sont morts en Algérie ?» Voilà, la réponse est faite, c'est-à-dire qu'on vient avec son histoire. Et donc je ne suis pas plus objectif aujourd'hui que quelqu'un d'autre, mais ce qu'il faut entendre, c'est que cette notion de subjectivité, elle est au plus haut degré de l'État. C'est-à-dire que pour avoir suivi en particulier les discussions au moment de François Hollande, pour entendre les discussions aujourd'hui, ben oui, il y a un homme à un moment donné qui, à défaut de voter la loi, doit signer sa promulgation et qu'il dit aussi de son histoire personnelle, et je ne rentrerai pas dans l'histoire personnelle de notre président actuel, je connaissais celle un peu de François Hollande, qui conduisait à penser qu'il ne pouvait pas modifier une loi qui viendrait dépénaliser l'euthanasie. Après, une fois qu'on a posé ces points de convergence, en particulier ces questions de subjectivité, sur quoi sommes-nous en désaccord? Alors, c'est quelques éléments, et vous pouvez être en désaccord avec ce point-là aussi. Le premier, c'est la sémantique. Alors, j'ai l'habitude, on ne va pas faire le coup là, mais de demander, quand je fais cours aux étudiants, qui est pour mourir dans la dignité? Normalement, tout le monde lève la main. Donc, ça prend 10 secondes. Et après, je leur dis, maintenant, comme vous êtes des étudiants en médecine formés, on a vu tout à l'heure qu'on réfléchit avec des données, donc quand on répond à une question, on connaît les termes de la question. Et donc ça veut dire que vous connaissez la définition de la dignité. Puis après, on en est à 2 ou 3 heures à développer ce concept. Parce que oui, il y a une notion de dignité qui peut être intrinsèque à l'homme, c'est Kant, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en dignité, c'est la déclaration des droits de l'homme, donc on a une dignité, tous les hommes sont dignes d'une même dignité. Mais on peut aussi avoir une autre approche de la dignité qui serait rattachée plutôt à l'autonomie, à l'indépendance, et on serait capable de définir sa propre dignité, ou une dignité au regard de repères extérieurs. Et puis si on rajoute à cette notion de dignité le sentiment de dignité, c'est-à-dire le regard que chacun porte sur l'autre pour soutenir sa dignité, quelle que soit la définition qu'il a de sa dignité, vous voyez la complexité du terme. Alors c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on entend point la notion de mourir dans la dignité, parce que c'est un élément sémantique complexe. Et moi je pense qu'on est tous pour mourir dans la dignité, mais on a le droit de penser le concept différemment sans juger que l'un est meilleur que l'autre. Alors on voit aussi des problèmes sémantiques sur l'assistance au suicide, le suicide assisté, l'euthanasie passive, l'euthanasie active, enfin plein de choses qui font que le débat est compliqué. Deuxième point de tension, c'est ce que j'appellerais la tension entre la valorisation individuelle et l'attention au collectif. On le voit dans ce qu'on a entendu sur le Maastricht 3. À partir du moment où on est sur quelque chose d'une santé publique, on est sur une approche collective. Et que ça peut poser des questions individuelles. Et bien, sur la question de la fin de vie, c'est exactement la même chose.
je peux entendre qu'à un moment donné, une personne, parce qu'elle en exprime le souhait pour une raison existentielle, spirituelle, demande une assistance au suicide et que la société s'organise pour lui permettre qu'elle se donne la mort dans de bonnes conditions. Et je peux entendre que sur un intérêt individuel, ça soit légitime. Après, si on s'écarte au niveau collectif, qu'en est-il de toute l'action, par exemple, autour de la prévention du suicide, en particulier chez les personnes âgées? Comment est-ce que les médias, qui doivent être vigilants sur le risque de contagion suicidaire, appréhendent cette question? Et on a le droit d'avoir un regard personnel, et puis il y a aussi l'attention au collectif. Je ne prendrai pas les exemples de l'épidémie du Covid qui ont montré comment, par exemple, la question de la vaccination a traversé l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. On peut aussi avoir une appréciation différente de la notion de liberté, d'autonomie, puisqu'on voit cet élément en majeur en disant « c'est ma liberté, c'est mon autonomie ». La question qui nous accompagnerait jusqu'à demain soir, c'est de savoir si nous sommes des êtres libres et autonomes. On peut penser que oui, on peut penser que non, on peut avoir des arguments oui, on peut avoir des arguments non. Je pense qu'il est intéressant de réfléchir autour de ça. Autre point de tension qui traverse les débats, c'est la question de la prise en compte de l'intention. C'est-à-dire, pour le faire un peu savant, entre une éthique qui serait une éthique conséquentialiste, qui jugerait la valeur de ma décision sur les conséquences, et une éthique qui serait plus une éthique de conviction, déontologique, qui donnerait de la valeur à mes décisions sur la façon dont j'ai pris ma décision, plutôt sur les repères qui guident ma décision. On peut avoir des approches totalement différentes. Je vais prendre un échange que j'ai eu avant-hier avec mon voisin. À Rennes, il y a eu un incident avant-hier d'un jeune enfant de 12 ans qui a menacé son professeur d'histoire avec un couteau, donc quelque chose de dramatique. Puis il me dit comme ça, il me dit, mais quand même, comment est-ce que ça peut arriver? Il faudrait que les enseignants soient au courant et il faudrait leur dire, il faudrait qu'on sache les enfants qui ont des troubles éventuellement du comportement. Puis moi de lui répondre, mais tu sais, Luc, parce qu'il s'appelle Luc, je lui dis, tu sais, le secret médical, il est essentiel. Et là, lui, dans une approche conséquentialiste de protection de cette enseignante, il a raison. Moi, dans une approche plus déontologique, de repère du secret médical, j'ai aussi raison. Et autour de la question de la provocation du décès par une injection létale, où on va choisir le moment où on fait l'injection, le moment où le décès survienne, ou alors d'accepter qu'un décès survienne parce qu'on arrête des thérapeutiques et qu'on introduit une pratique sédative, il y a une différence d'approche. Et souvent, les discussions elles sont tendues parce que c'est comme si on voulait jouer au foot, une équipe avec les pieds et l'autre avec les mains, on n'y arrivera pas. Les deux approches sont parfaitement entendables, écoutables, argumentables, discutables. Il n'y a pas une qui pense mieux que l'autre. Enfin, un dernier élément qui est la fonction de la médecine. C'est extrêmement débattu en ce moment. Est-ce que ça relève de la fonction de la médecine éventuellement de donner la mort sous l'assistance au suicide ou l'euthanasie? Il y a des pays qui ont fait le choix. C'est nos amis québécois qui ont considéré que c'était un ultime soin. Il y a d'autres pays, d'autres États qui n'ont pas fait ce choix-là. C'est l'Oregon lorsqu'il dépénalise l'assistance au suicide. Mais ça, c'est des vraies questions. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est que dans le débat que l'on voit, on a tendance à être très dichotomique, oui-non. On va se chamailler sur plein de choses. Puis on va peut-être être même capable d'écrire une loi en oubliant de savoir pourquoi on l'écrit et en oubliant de savoir les éléments qui sous-tendent les choix que l'on pourrait faire. Il me paraît plus intelligent de réfléchir sur ces points de divergence et ces points de convergence qui ont traversé l'ensemble des dispositifs législatifs. 2005, vous avez connu la loi Leonetti, qui était une loi très clairement de santé, qui est une loi révolutionnaire. C'est la première fois au monde qu'on a dit qu'un médecin ne devait pas s'acharner si ce n'était pas le souhait du patient. Et donc on a évité aux médecins d'être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. On a évité aux médecins d'être poursuivis pour empoisonnement en bande organisée lorsqu'ils mettaient des traitements pour soulager un malade. Cette loi, c'était une vraie loi de santé. 2016, il y a eu l'affaire Vincent Lambert, Chantal Sébir, où là, ça a plus été une réponse politique à une loi, à une situation individuelle dramatique, mais qui a renforcé l'expression de la volonté du malade, qui a renforcé l'opposabilité, enfin le caractère d'imposition des directives anticipées, et qui a aussi mis en avant les pratiques sédatives comme un droit parce qu'elles n'étaient pas suffisamment, à mon avis, mises en œuvre avant dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques. Alors, voilà, j'ose devant vous reprendre quelques éléments majeurs de la loi Claes-Leonetti de 2016 qui vise
d'abord à l'accompagnement, et on oublie souvent l'article 1, qui est toute personne a le droit d'avoir une vie de fin digne et accompagnée du meilleur apaisement possible. Donc on est dans le champ du soin. S'assurer aussi que le patient soit plus autonome. Il y a quelque chose qui est passé un peu inaperçu, qui soutient l'autonomie du patient, c'est qu'avant 2016, nous devions tout faire pour convaincre le patient du bien fondé des décisions. Avant 2016, le médecin pouvait demander un deuxième avis pour convaincre le malade des fois qu'il ne nous écouterait pas. Depuis 2016, tout a changé. Aujourd'hui, on doit simplement informer le patient des conséquences de son choix et de leur gravité. Il n'y a plus cette nécessité de tout faire pour le convaincre. Et c'est le malade lui-même qui doit demander un deuxième avis. Ce n'est pas nous qui pouvons l'exiger. Alors, chez les patients qui s'expriment, je vais passer très, très rapidement. On doit bien sûr respecter leur volonté. Alors, c'est probablement plus des patients que je peux voir que vous en réanimation. Mais le changement de paradigme n'est pas simple, de considérer que c'est le malade qui décide. Et puis, lorsque le patient ne peut pas s'exprimer, je ne reviendrai pas sur la procédure collégiale que vous connaissez parfaitement, sur ces directives anticipées. On a vu ce matin la difficulté d'écrire, d'évoquer des directives anticipées et comment se projeter dans un monde d'incertitude. Alors, je suis sûr que dans la salle, il n'y a pas grand monde qui m'ont écrit ces directives anticipées. Moi, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, je me suis fait prendre en état de mensonge à la radio parce que j'avais dit que je les avais écrites et c'est pas vrai. Donc ma femme m'a dit mais c'est quoi ces directives anticipées? Donc depuis je les ai écrites. Mais c'est pas simple. Il y a cette notion de personne de confiance. Ensuite, alors attention, vous savez que quand on a écrit les directives anticipées, la personne de confiance viendra être consultée à défaut. Donc si j'ai de directives anticipées, j'ai pas de personne de confiance. Et si je n'ai pas de personne de confiance, à défaut, la famille ou les proches. Ça, c'est les conséquences de l'affaire Vincent-Lambert, de hiérarchiser la norme de la vie. Alors peut-être que vous avez eu comme moi le cas de figure où la personne de confiance, c'était l'amant ou la maîtresse. Et qu'est-ce que je fais de ma femme légitime ou de l'époux légitime? Mais encore, ça c'est une histoire de chasse, mais beaucoup moins histoire de chasse quand dans la famille, vous avez une fratrie et que c'est l'un des membres de la fratrie qui est personne de confiance. Comment on va faire avec les autres? Donc il ne faut jamais oublier que la loi elle est faite en cas de problème. Jean Leonetti dit très bien, on est là pour résoudre des problèmes. Et derrière, quand tout se passe bien, oui, on a des directives anticipées, oui, on a des personnes de confiance, oui, on a des proches, et je pense que c'est une discussion globale qui, à mon avis, doit rester, c'est le sens de la loi, et de pouvoir dire à la personne de confiance, est-ce que vous m'autorisez à consulter aussi vos frères et vos sœurs, et si tout se passe bien, c'est quand même, on est dans le meilleur des mondes, mais aujourd'hui, il y a une hiérarchie, et je passe sur la confusion entre la personne à prévenir et la personne de confiance. Vous ne savez pas, mais combien il y a des ressuscitations dans les services. Des patients qui sont arrivés inconscients, et tout d'un coup, on a quelqu'un qui est devenu la personne de confiance. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et je me dis toujours, finalement, pourquoi en insistant sur les directives anticipées, pourquoi en insistant sur la personne de confiance? Qui ça rassure face à l'incertitude des décisions qu'on a à prendre? Et je pense que, voilà, parfois, c'est probablement plus pour nous. Donc, tout ça, vous le connaissez très bien à travers de la procédure collégiale, ça doit vous aider, ça doit nous aider à prendre une décision, puisque moi je distingue toujours le temps de la discussion, c'est la même chose à mon avis pour le Maastricht 3, le temps de la discussion, le temps de la décision et le temps de la mise en œuvre. Très souvent il est confondu. La loi Claes-Leonetti, c'est le temps de la discussion. Et c'est une loi de doute, alors là je reprends les propos de son auteur, une loi de doute qui doit conduire sur le chemin de la moins mauvaise décision. Dans tous les termes que je dis, aucun n'est défini. C'est-à-dire que le délai raisonnable n'est pas défini, le caractère inutile n'est pas défini, le caractère disproportionné n'est pas défini, le maintien artificiel de la loi n'est pas défini. Aucun des termes n'est défini. Ce qui a valu un jour une personne du droit que j'avais vu à une conférence à côté de Jean Leonetti lui dire « Monsieur le Président, la prochaine fois que vous cherchez un juriste pour écrire des décrets d'application d'une loi de doute qui doit conduire sur le chemin de la moins mauvaise décision, je vous en prie, oubliez mon numéro de portable. » On retrouve exactement la même chose dans l'arrêt du Conseil d'État de l'affaire Vincent-Lambert. Aucun juge n'a dit s'il fallait arrêter ou pas l'alimentation ou la nutrition chez Vincent-Lambert. Pourtant, ils y étaient nombreux, ils y sont passés tous. Aucun. Ils sont tous restés sur la décision du Conseil d'État qui était de dire que la décision de notre collègue n'était entachée d'aucune irrégularité. Donc ça dit bien que nous avons la responsabilité de la prise de décision, elle nous est confiée.
Autant je pense que la discussion, elle est collégiale, autant je pense que la décision, elle est individuelle. Après la mise en œuvre, elle redevient un temps collégial. Un tout petit élément sur les pratiques sédatives, je passe très rapidement parce que je préfère laisser du temps à la discussion, c'est qu'il y a eu un renforcement dans la loi Claes-Leonetti sur l'obligation, et je sais que c'est fait en réanimation, lorsque la personne n'est pas en capacité de s'exprimer, de devoir endormir un patient par le principe de précaution. C'était une possibilité avant 2016, c'est devenu une obligation en 2016, c'est-à-dire l'obligation de s'assurer que le patient ne souffre pas. Et ça, c'est pareil, ça passe parfois un peu inaperçu. Avant 2016, c'était simplement dans l'article du Code de déontologie et ce n'était pas dans la loi. Donc on voit bien que le principe de la loi Claes-Leonetti, c'est le soulagement à tout prix. C'est-à-dire que sur la durée de vie, lorsqu'on arrive au terme de sa vie, c'est la qualité de vie qui prime. Le principe du refus du traitement est fortement marqué dans la loi. Le patient peut refuser. Et puis l'idée qu'un patient puisse dormir pour ne pas souffrir alors qu'il va mourir, c'est, je trouve, une très belle formule de Jean Leonetti pour définir les pratiques sédatives. Et il rajoute, c'est un droit pour les personnes qui vont mourir et pas pour les personnes qui veulent mourir. Donc tout aussi clairement, à aucun moment dans la loi Claes-Leonetti, il n'y a l'ouverture à un droit, soit de l'euthanasie, soit de l'assistance au suicide. Alors, ce débat y revient en permanence. Aujourd'hui, je pense que la question de la fin de vie n'est plus quelque chose de tabou, on en parle. Par contre, probablement que notre appréciation de la mort n'est pas la même en 2022 qu'elle était en 2000, qu'elle était en 1980, dans les années 60 ou avant du siècle. Et que le CCNE dit d'une mort aujourd'hui qu'elle ne serait plus perçue comme un temps essentiel de l'expérience humaine. Moi, j'ai essayé de réfléchir sur quelques adjectifs qu'on pourrait associer à la fin de vie, à la représentation que l'on a, parce qu'en fait, a priori, vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de mourir. Donc, a priori, comme vous êtes comme moi, vous avez envie d'avoir une belle mort. L'homme, depuis qu'il est homme, travaille à une espèce de fantasme de bien mourir. J'ai un peu peur pour moi, parce que travaillant dans les soins palliatifs, je suis peut-être encore plus exigeant. J'ai peut-être encore plus peur que les autres. Il y a cette idée. Alors, dans la société, comment est-ce qu'on peut voir, à mon avis? On voit une mort qui est médicalisée, on est d'accord, vous l'avez tout à fait. Aujourd'hui, pour mourir sans qu'il y ait une décision médicale, il faut faire beaucoup d'efforts. Elle est confiée au médecin, elle est à l'hôpital, elle est confiée à des spécialistes, un espèce de fantasme de mourir bien, mourir avec des soins palliatifs, comme si on pouvait clore la souffrance de la séparation. Elle est maîtrisée. Maîtrisée, c'est ce que je considère une pièce à deux faces, celle de l'assistance, enfin de l'euthanasie qui serait, ou l'assistance au suicide qui serait la maîtrise de la mort, et puis l'acharnement thérapeutique qui est la maîtrise de la vie. Mais on est dans la maîtrise dans les deux cas de figure. Et puis je rajouterais aujourd'hui quelque chose d'une mort aseptisée, endormie. Et je pense que les pratiques sédatives en font partie. Et le CCNE d'ajouter une mort pressée comme une urgence à mourir. En plus, il faut que ça aille vite. Voilà quelques repères probablement que les sociologues pourront regarder dans quelques années, voire les anthropologues, toujours en étant vigilants et en considérant qu'il s'agit d'une utopie que de penser qu'il pourrait y avoir une mort idéale. Alors l'environnement, il a bien changé. Il y a 25 législations aujourd'hui dans le monde qui ont dépénalisé l'assistance au suicide ou l'euthanasie. Et surtout, ça a peut-être passé inaperçu, mais en avril 2022, l'Assemblée nationale a voté l'article 1 de la loi Falorni, l'autorisation, la dépénalisation d'une assistance médicalisée active à mourir qui peut être demandée par toute personne capable et majeure. En gros, si ce n'avait pas été une niche parlementaire, c'est-à-dire une loi qui a arrêté d'être discutée à minuit, en 2022, nous avions une loi sur la dépénalisation de l'euthanasie en France. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que, de nouveau, il y a une reprise des discussions, et de nouveau, c'est dans le programme, ça a été dans le programme de M. Macron, parce que, voilà, quasiment imposé par le Parlement. Autre élément intéressant, c'est l'avis 139 du CCNE, qui met en balance le devoir de solidarité envers les personnes plus vulnérables et le respect de l'autonomie de la personne. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'avis donné en 2016, ils ont dit qu'au nom du devoir de solidarité, il ne faut pas dépénaliser l'assistance au suicide ou l'euthanasie. En 2023, ils ont pensé différemment à la question, et c'est plutôt au nom de l'autonomie de la personne qu'ils sont plutôt favorables à une dépénalisation d'une assistance
médicalisés à mourir, quel qu'en soit, enfin plutôt sur le mode de l'assistance au suicide, mais vous voyez qu'il y a une pensée qui évolue au sein du CCNE. Je pense que c'est une pensée qui évolue tout simplement au sein de la société. Après, quand on regarde les différents pays, on voit qu'il y a des modèles qui sont différents. Et en particulier, je voudrais échanger avec vous. Alors excusez-moi, j'ai repris une diapositive que je fais en première année de médecine, mais c'est simplement pour aider sur les deux dernières. Les deux dernières colonnes, que sont la différence entre l'euthanasie et l'assistance au suicide. Aujourd'hui, le débat il se porte là-dessus, qui sont deux pratiques qui sont totalement différentes, et les deux modèles existent dans le monde. Le modèle de l'euthanasie consiste à considérer que c'est un soignant qui, à la demande d'un patient, fait une injection létale qui va entraîner la mort pour soulager le patient. Cette idée de soulager le patient, mais c'est une injection létale avec un rendez-vous à un moment donné, et donc on va maîtriser le décès. L'assistance au suicide, c'est quelque chose de différent, c'est l'idée qu'on va permettre à une personne de se donner la mort et donc de l'assister dans ses démarches, en médicalisant plus ou moins la démarche. Dans le schéma belge, par exemple, c'est le médecin qui fait l'évaluation de la situation, c'est lui qui prend la décision et c'est lui qui met en œuvre la décision. Dans le schéma de l'Oregon, un médecin fait une évaluation, puis il fait une prescription d'un médicament. La personne va aller chercher le produit et est susceptible de prendre ce produit. Je dis bien susceptible parce que 30% des personnes qui, en Belgique, prennent le médicament, 30% des personnes qui ont accès au produit ne le prennent pas. Alors, ce qui montre aussi que les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, je vous laisserai la diapositive. Sur les messages implicites et explicites, ce n'est pas la même chose parce qu'on n'appelle pas la médecine au même niveau. Ce n'est pas la même chose sur l'autonomie et la liberté. Ce n'est pas la même chose de prendre un rendez-vous pour bénéficier d'une euthanasie que d'être libre de le faire quand on veut. L'implication n'est pas la même, le consentement n'est pas le même, le contrôle n'est pas le même non plus. Vous avez des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. Et puis on voit bien que l'idée de la rétractation n'est pas la même, et ça c'est un papier qu'on vient d'écrire avec un bénévole de soins palliatifs dans Annales médico-psychologiques pour réfléchir autour de la différence entre ces deux concepts. Et c'est important de réfléchir à la différence parce que qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, voilà, depuis 48 heures, on sait que sur le bureau du président de la République, il y a une proposition de loi qui vise à développer les soins palliatifs, à faire une stratégie d'accompagnement des soins palliatifs. Mais ça, comme tout le monde est d'accord, ça ne va pas occuper beaucoup les journalistes. Ce qui va occuper les journalistes, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la loi. Alors en fait, on est sur l'ouverture d'un droit, plutôt sur l'assistance au suicide d'une personne majeure qui doit être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, qui doivent présenter une souffrance physique réfractaire et insupportable. Dans le format actuel, on n'est que sur la souffrance physique. On exclut toute souffrance psychologique, qui doit être en capacité de manifester sa volonté de façon libre, éclairée et univoque. Je fais un copier-coller de ce qui circule dans les médias, et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, c'est 6 mois à 1 an dans le texte. Avec des modalités, c'est peut-être ça le chemin à la française, qui est entre l'assistance au suicide et l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on est bien sur accéder au recours à une substance létale, on est bien sur l'idée que c'est le patient lui-même qui va prendre ce produit, on est bien sur l'idée que c'est lui qui demande, hein, ça peut ni nous ni la famille, enfin je veux dire, on n'a pas le droit de demander l'assistance au médicalisé au suicide ni pour Saint-Melbert ni pour son beau-père, donc c'est vraiment que lui qui peut le demander, et on a quand même une présence médicale, soignante, qui est soit infirmier, soit médecin, qui est demandée au moment de la mise en œuvre de l'acte, c'est-à-dire au moment où la personne prend la potion létale. Il y a dans la loi, il est proposé, enfin il est demandé à ce que un médecin ou un infirmier ne soit pas loin, soit dans une pièce à côté, au cas où ça se passe mal. Ah non, mais c'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est pas moi qui ai écrit. Parce qu'un jour j'avais demandé à un sénateur, je lui avais dit pourquoi nous, je lui avais dit j'espère que vous ne nous demandez pas d'être là au cas où il y a un choc anaphylactique. On est d'accord. Alors non, c'est en fait, si, alors on sait qu'il y a des produits, qui peuvent être émétisants par exemple, des choses comme ça, donc en gros ça serait s'assurer qu'à la fin il y ait bien le décès. Dans la formulation, vous verrez dans les médias, c'est très maladroit, ça restera sûrement pas, il parle d'un secourisme à l'envers, inversé, vous voyez. Là, on a une petite question de formulation, bon, ça sera sûrement modifié, j'ose espérer. Et puis, on sera dans un contrôle a posteriori,
qui, à mon avis, pose un problème. Je l'écris parce qu'un contrôle a posteriori, c'est comme si, simplement sur les données déclarées, c'est un peu comme si les impôts ne nous contrôlaient que sur notre déclaration, sans aller regarder ensuite les pièces. Donc, a priori, on écrit quand même plutôt que ce qui est attendu. Donc c'est pour ça qu'un contrôle a posteriori, je n'y crois absolument pas. Des contrôles a priori, il peut y en avoir, il y a des dispositifs intéressants en Autriche, par exemple, où le notaire est dans la boucle pour vérifier les critères. C'est-à-dire qu'on sépare à ce moment-là l'ensemble de la démarche. Le médecin fait un certificat, le notaire vérifie que ce certificat correspond bien à la loi et va vérifier un certain nombre de choses. Et si la personne ne peut pas faire le geste elle-même, à ce moment-là, dans le texte qui circule, il y a la possibilité pour un tiers volontaire, y compris le médecin ou l'infirmier, de participer directement à l'acte, de donner la potion ou de faire l'injection. On n'est pas encore dans les éléments très précis, même si moi, avec les progrès médicaux actuels, je ne vois pas ces situations de personnes qui ne peuvent pas faire l'acte elles-mêmes avec les dispositifs que l'on peut avoir. Je pense très sincèrement que là, on est dans une réponse qui devient totalement sociétale. C'est-à-dire qu'autant il y avait une question de santé sur la loi Leonetti, que je dirais un peu plus politique avec Claes qui est arrivé, autant là, c'est une volonté de la société que je peux entendre. La question, c'est comment, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de passer d'une exception, parce qu'il peut y avoir des exceptions, la transgression, elle existe, à un droit et de basculer à une norme avec le fait que voilà, la norme serait qu'à un moment donné, il y a on puisse donner la mort à un patient. Toujours est-il que, Johan, tu peux me réinviter à mon avis dans 1 an, dans 2 ans, ça ne sera pas fini, parce que là, on va être sur un temps parlementaire normal, c'est-à-dire 2 allers-retours au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, une commission mixte paritaire, parce que ça finira par une commission mixte paritaire, un conseil constitutionnel, parce qu'il faudra que ça aille au conseil constitutionnel, et ensuite il y aura des décrets d'application. Donc voilà, on a 2 ans, c'est le temps de la loi Claes-Leonetti, ça a été 2 ans en termes de rédaction. Bon, donc on réfléchira, on rediscutera. Moi je pense très sincèrement que si l'objectif c'est d'entendre plutôt cette notion d'ultime liberté, d'autonomie, qui est ce qui émerge de plus en plus dans le débat aujourd'hui. Si à un moment donné, la société veut se donner la possibilité d'accompagner une personne qui voudrait mourir, je vous donne mon avis personnel, je préfère aller regarder du côté des pays qui ont dépénalisé l'assistance au suicide, plutôt que des pays qui ont dépénalisé l'euthanasie par rapport à la posture soignante et par rapport à l'engagement soignant. Et aussi par rapport au fait que je pense qu'un dispositif qui dépénalise l'assistance au suicide est plus proche de cette notion d'autonomie et de liberté qui est demandée. Parce que quand on voit que dans la loi, il s'agit des patients qui ont des douleurs physiques réfractaires ou insupportables, une souffrance physique, j'ai envie de dire, notre métier à nous, c'est quand même de soulager les malades pour qu'ils n'aient pas de souffrance physique. Donc voilà, j'essaie en quelques minutes de vous retracer ce que je vois des enjeux du débat. Il ne s'agit pas de me positionner dans un pour ou dans un contre, mais plutôt de réfléchir à comment on peut envisager la question. Merci beaucoup.